Ces dernières semaines nous l'ont bien montré, le monde est en train de changer et brutalement. Les conflits armés génèrent des désastres pour les populations, mais viennent aussi renforcer certains enjeux énergétiques. Dans ce contexte géopolitique extrêmement tendu, la notion de souveraineté énergétique est plus que jamais sur le devant de la scène, avec en premier lieu la question de l'exposition de la France aux énergies fossiles. Pour évoquer ce sujet, Time to Shift vous propose 2 épisodes sur le thème de la souveraineté énergétique. Nous recevons aujourd'hui Theo Wittersheim, chargé de recherche sur l'exposition énergétique au Shift Project et co-auteur du rapport « La souveraineté par la décarbonation » paru en novembre 2025. Bonjour Théo. Est-ce que la géopolitique est vraiment en train de tout changer en ce qui concerne l'énergie ? Bonjour. Alors effectivement, la géopolitique est en train d'accélérer. Toutes nos vulnérabilités liées aux énergies fossiles, d'un coup, on se retrouve à avoir un projecteur qui est braqué dessus. C'est-à-dire que l'énergie s'insère au premier plan quand on parle de géopolitique, parce que non seulement elle peut être la cause de problématiques géopolitiques. L'exemple le plus récent et le plus évident, ça va être le Venezuela, je dirais, où là, on voit vraiment que... C'était la motivation première. C'en était la motivation première, complètement. L'énergie, elle peut aussi devenir une arme dans les rapports de force, c'est-à-dire que entre plusieurs nations, eh bien, une dépendance énergétique peut d'un coup se transformer comme une manière de faire du chantage, par exemple, entre nations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe également. Et enfin, l'énergie, c'est aussi un proxy pour voir à quel point les relations géopolitiques se tendent. Dans un monde très tendu, d'habitude les marchés de l'énergie se tendent aussi, et notamment dans certaines régions du monde où l'énergie est absolument centrale, comme ce qu'on se connaît au Moyen-Orient. Là, l'énergie, du coup, devient la conséquence un petit peu. Nous, on souffre indirectement du conflit actuel au Moyen-Orient, et notamment sur le détroit d'Ormuz. Donc ce qu'on observe, c'est que certes l'Europe n'est pas exposée directement ou très peu à l'énergie qui est exportée du détroit d'Ormuz, mais par contre, étant donné qu'on est sur des marchés mondiaux, en fait on ressent toutes ces secousses géopolitiques à la fois par les prix de l'énergie et par des concurrences d'accès sur les marchés, pour la faire simple. Donc jusqu'à présent, c'était beaucoup le marché qui dirigeait nos approvisionnements, et maintenant, les choses ont changé. Les choses ont complètement changé parce qu'avant on était dans un monde qui était relativement stable, relativement ouvert, mais à présent on a vraiment de plus en plus de contraintes qui s'exercent les unes sur les autres. Donc à la fois la contrainte géopolitique qui crée un sentiment d'urgence, mais également d'autres enjeux liés à l'énergie qui sont pas forcément géopolitiques. On a les enjeux climatiques qui sont liés aux énergies fossiles, et on a également des enjeux géologiques sur les limites associées aux énergies fossiles sur le plus long terme. D'accord, donc là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'un conflit vient rappeler la dure nécessité de trouver où acheter de l'énergie et l'énergie fossile. Et le Shift Project avait d'ailleurs rédigé une note sur la souveraineté énergétique en 2024. Et la dernière note parue en novembre 2025, au-delà d'actualiser les informations, qu'a-t-elle apporté de nouveau en termes d'approche ? Dans les deux cas, que ce soit sur les travaux qu'on a fait en 2024 ou 2025, on sent qu'il y a un besoin de bien adresser les sujets énergétiques et notamment la souveraineté sous l'angle énergétique dans le débat. C'est-à-dire qu'on avait vu en 2024, par exemple, un projet de loi souveraineté énergétique qui n'adressait pas bien le problème. C'est-à-dire qu'on parlait trop peu de notre dépendance aux énergies fossiles, on posait pas forcément les bonnes solutions aux problèmes, on sous-estimait le rôle des ENR, etc. dans le débat. Aujourd'hui, on a toujours un peu ce sentiment qu'on tape toujours un petit peu à côté quand on parle de souveraineté énergétique. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on donne un constat qui soit plus solide, et c'est pour ça qu'on propose une nouvelle approche, une approche plus large, qui fait un pas de côté, qui dézoome sur la situation et qui regarde quelles sont toutes nos dépendances énergétiques, qui sont à la fois directes et indirectes, c'est-à-dire qu'on propose de regarder très bien à la fois l'énergie qu'on consomme chez nous et aussi toute l'énergie qui circule dans le monde et dont on dépend indirectement. Donc c'est un petit peu ce pas de côté qu'on essaye d'apporter dans notre dernière publication. Et donc ça, cette notion-là, cette approche-là, c'est donc de raisonner en exposition énergétique. Alors, l'exposition énergétique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors c'est une métrique qu'on a conçue dans le cadre de notre travail. Donc quand on dit exposition, ça veut dire exposition au risque énergétique. C'est-à-dire j'ai parlé de différentes natures de risques, géopolitiques, économiques, etc., climatiques notamment. Donc nous on s'est dit ok, il faut qu'on soit capable de mesurer à quel point ces risques sont élevés et de quelle nature ils sont. Donc on a chiffré à quel point la France est exposée à de l'énergie. Donc on a mesuré qu'il y a des consommations directes et indirectes d'énergie à hauteur de, attention, c'est un chiffre un peu technique, 2550 TWh d'énergie qui va être consommée dans le monde et qui sert à faire fonctionner la France. C'est-à-dire qui sert soit pour nos modes de vie, quand on veut se nourrir, se loger, aller travailler, ou bien qui sert à faire fonctionner l'économie française. C'est-à-dire que les entreprises, elles consomment également de l'énergie, elles vont aussi exporter des biens et services qui vont s'appuyer sur de l'énergie, on va importer des biens et services, etc. Bref, il y a beaucoup d'énergie dont on a besoin directement ou indirectement. Donc c'est tout ce périmètre-là qu'on a essayé d'inclure dans l'exposition énergétique de la France. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement de voir le paquet total, donc c'est 2550 TWh, ce qui est de l'ordre de ce que l'ensemble des centrales nucléaires dans le monde produisent. C'est-à-dire que juste pour alimenter la France, il faut à peu près autant d'énergie que l'électricité fournie par toutes les centrales nucléaires du monde. Donc ça, c'est déjà étourdissant comme montant. Et sur toute cette masse d'énergie, on a chiffré du coup quels sont les risques et du coup lesquels sont des énergies fossiles. Et donc on voit qu'on arrive à 70% d'exposition aux énergies fossiles. En France, ce qui est énorme. Plus des 2/3 de l'énergie qui nous fait fonctionner, c'est de l'énergie fossile. Donc ça tord vraiment le coup à un grand nombre d'idées reçues selon laquelle, en France, on n'aurait pas de problème de contenu carbone de l'énergie. Bon, déjà, c'est faux parce qu'on a tendance à ne regarder que l'électricité quand on dit ça. Mais en plus, là, l'approche que vous développez, celle de l'exposition énergétique, ça consiste à se souvenir qu'on n'est pas en vase clos en France. Inutile de le rappeler, les énergies fossiles sont les grandes responsables du changement climatique, mais en plus de la question du climat, il y a aussi celui de la souveraineté. Donc concrètement, ces énergies fossiles qui servent à faire fonctionner la France, elles viennent d'où ? Alors, ça a beaucoup évolué dans l'histoire de la France. Si on regarde jusqu'aux années 70, donc dans les années 70, on a connu 2 chocs pétroliers, mais jusque-là, on consommait principalement du pétrole, et ce pétrole venait principalement du Moyen-Orient. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué, non seulement parce que suite au premier choc pétrolier, on s'est dit « Ah zut, on a un petit problème énergétique, du coup, on va peut-être essayer de dépendre d'autres énergies ». Du coup, là, on a lancé ce qu'on appelait le plan Messmer, donc un plan de développement du parc nucléaire français. Ensuite, ça a de nouveau évolué avec le deuxième choc pétrolier, après quoi on a décidé de diversifier nos approvisionnements. Et donc là, notamment, étant donné que le pétrole est devenu plus cher, on a commencé à exploiter le pétrole de la mer du Nord, qui est devenu rentable étant donné des prix plus élevés, alors qu'il n'était pas jusque-là. Et on misait beaucoup sur la mer du Nord, c'est-à-dire que là, on avait une source d'approvisionnement proche de chez nous, auprès de pays qui sont nos alliés, d'un point de vue géopolitique. Et tout ça, c'était bien beau, sauf que malheureusement, les belles choses ont une fin. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'an 2000, on a connu le pic de la production de pétrole en mer du Nord. Autrement dit, depuis l'an 2000, la quantité de pétrole qui est produite par la Norvège, par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, est en train de décliner d'année en année. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des gisements de plus en plus vieux, de moins en moins rentables. Et donc, malheureusement... Il n'y a plus de pétrole dans cette ville. Il n'y a plus assez de pétrole, il y en a de moins en moins. Ce qui fait qu'en l'an 2001, l'Europe représentait 36% de nos approvisionnements énergétiques en France. C'est-à-dire que ces pays de la mer du Nord nous approvisionnaient à hauteur de 36%. En 2022, sur nos derniers chiffres, l'Europe ne représente plus que 20%. Donc on a presque une division par 2 de la part de l'Europe dans nos approvisionnements énergétiques. Donc c'est un changement complètement radical et ça fait que forcément... on est allé le chercher ailleurs. On est allé le chercher ailleurs. Et donc quand on fait nos calculs, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur toute notre exposition énergétique, on a 65% de toute cette énergie à laquelle on est exposé qui est produite hors de l'Europe. Autrement dit, là on a un enjeu de souveraineté qui est immense. Du fait des énergies fossiles qu'on ne peut plus trouver
en Europe, eh bien, on est obligé de dépendre à 2/3 de fournisseurs non européens. Et donc, là, on a un enjeu de souveraineté et donc de décarbonation pour essayer de se passer de ces énergies fossiles. Et alors, parmi ces producteurs d'énergie fossile à qui on achète de l'énergie, comment les choses ont évolué concernant la Russie ? Le cas d'école de la Russie est très très intéressant. Entre 2014 et 2022, si on observe qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique, pourquoi ces 2 dates déjà ? Parce que ce sont 2 dates dans la géopolitique qui sont très très importantes. D'abord l'annexion de la Crimée en 2014 et en 2022 l'invasion de l'Ukraine. Donc ce sont les 2 grands épisodes, les 2 grands chocs avec la Russie, entre la Russie et l'Europe si on veut. Entre ces 2 dates, on peut se dire, eh bien peut-être qu'il s'est passé... On a tout organisé pour se passer de la Russie. C'est ce qu'on pourrait suspecter, mais en réalité il ne s'est rien passé du tout. C'est-à-dire qu'on a continué à importer dans des volumes équivalents, si ce n'est supérieurs, de l'énergie en provenance de la Russie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dépendant de la Russie et parce que l'impératif économique, du coup, on estimait qu'il était plus important jusque-là que l'impératif géopolitique. On se disait, ça vaut pas le coup de mettre à risque tout notre continent en cherchant désespérément à s'approvisionner ailleurs parce que peut-être qu'on n'a même pas trop d'autres possibilités. Donc jusque-là, c'était très compliqué. Mais ça a changé en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, on a vraiment fait ce choix de se passer des approvisionnements russes. On a mis en place toute une série de sanctions. Et ça, on a été capable de le faire parce que on avait une alternative qui s'est développée. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle peut-être ou peut-être pas, à chacun d'en juger. L'alternative, c'est celle des États-Unis. C'est-à-dire qu'il s'est passé... quelque chose d'assez surprenant. En 2011, attention, là je fais un petit peu d'histoire, en 2011, les États-Unis ont connu une nouvelle jeunesse dans leur production d'énergie, c'est-à-dire que depuis 1970, la production de pétrole déclinait aux États-Unis, mais en 2011, ils découvrent où ils commencent à exploiter leur pétrole et leur gaz de schiste. Du coup, d'un coup, les États-Unis disposent d'énormément d'énergie, donc d'une grande capacité d'exportation. Et en plus de ça, et c'est peut-être corrélé, j'ai pas la réponse à cette question, mais on ouvre en France des nouveaux terminaux méthaniers à la fin des années 2010, donc notamment autour de 2017-2018, qui nous permettent d'importer du gaz naturel liquéfié. Autrement dit, du gaz qu'on ne peut pas techniquement importer des États-Unis parce qu'il faudrait une pipeline qui n'existe pas, on n'a pas de tuyau qui nous relie aux États-Unis. Eh bien, on se donne les moyens de transformer le gaz de schiste directement en méthane. Exactement, et en méthane liquéfié, donc qu'on peut transporter par bateau. Et donc à partir de là, on a eu une alternative qui nous a permis de nous passer de la Russie. Et donc ce qu'on observe dans nos données, c'est fascinant, c'est-à-dire vraiment que autour de 2022, ça a commencé déjà un petit peu avant, on est passé de la Russie qui était auparavant notre premier fournisseur d'énergie. Et d'un coup, la Russie est chutée à presque 0 dans nos importations directes, et ce sont les États-Unis qui les ont complètement remplacés. Donc on est passé, si je le dis un peu de manière schématique, on est passé des mains de Poutine aux mains de Trump en l'espace de quelques années. Donc on a changé de créancier, mais on est toujours dépendant. Et quand on analyse ces chiffres, on comprend mieux aussi pourquoi la décarbonation n'est pas forcément la priorité des États-Unis. Notre dépendance, c'est une manne pour eux. Effectivement, parce que les États-Unis ont vraiment conscience du fait qu'on dépend de toutes ces énergies fossiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une capacité à nous imposer leurs propres décisions. Ils voient qu'on a besoin de ces énergies fossiles pour continuer de survivre, exactement comme avant on avait besoin de l'énergie russe. Et donc, ils l'utilisent à leur avantage. L'exemple le plus frappant, c'était l'été dernier. On a un accord sur les importations d'énergie fossile qui a été signé avec les États-Unis à hauteur de 750 milliards de dollars d'énergie. C'est vraiment colossal. Et ça, on a été contraint de le signer. Pourquoi ? Parce que si on le signait pas, les États-Unis allaient nous imposer des énormes droits de douane. Autrement dit, aujourd'hui, on a une forme de chantage sur la base de l'énergie. D'autant plus que les États-Unis continuent d'enfoncer le clou parce qu'ils essayent de faire capoter la décarbonation de l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils essayent déjà de décrédibiliser tous les plans de décarbonation, le Green Deal, la CSRD, les énergies renouvelables. On a très souvent des interventions des représentants américains qui viennent en Europe pour tenter de semer le doute et de nous faire ralentir. Parce que plus on ralentit... 750 milliards de dollars. Exactement. Oui, plus on ralentit, plus on va continuer d'être contraint de se plier à leurs exigences. Bon, et à l'avenir, comment est-ce que ces dynamiques pourraient évoluer ?
Alors là, il y a une autre tendance qui est à l'œuvre, c'est la tendance de la géologie. On a parlé de la géopolitique, et ensuite il y a la géologie. On en a parlé pour la mer du Nord, le pétrole il est contraint. Il n'y en a pas des quantités illimitées, c'est la même chose pour le gaz naturel. Le gaz naturel, il y en a à peine plus que du pétrole. Du charbon, a priori, c'est pas une préoccupation de court terme. Mais en tout cas, pour le pétrole et le gaz naturel, on voit qu'on a un déclin des gisements qui est de plus en plus marqué. C'est-à-dire que d'année en année, il faut qu'on continue d'investir de plus en plus d'argent pour pouvoir continuer d'extraire les mêmes quantités d'énergie. Et on est sur des gisements de plus en plus vieux, de moins en moins rentables. Et parallèlement à ça, les découvertes de nouveaux gisements qu'on fait, elles sont elles-mêmes de plus en plus petites, de moins en moins intéressantes, de moins en moins accessibles. Voilà, on est de plus en plus sur des pétroles de schiste ou de gaz de schiste, sur des gisements qui sont autrement de plus en plus profonds. Donc c'est vraiment un mécanisme où on sent qu'on commence à toucher les limites géologiques. Et par ailleurs, les nouvelles technologies d'extraction ne permettent absolument pas de compenser ce déclin. C'est-à-dire certes, on gagne en efficacité dans notre extraction, mais les deux dynamiques sont sans commune mesure. Et donc ce à quoi on s'attend, c'est que dans les décennies à venir, on est la poursuite de la dynamique actuelle sur certaines zones, typiquement l'Europe et l'Afrique sont sur le déclin, ça va se poursuivre dans les décennies à venir. On s'attend sur le pétrole que la Russie et les États-Unis entament aussi un déclin qui a priori semble inéluctable. Et enfin, sur le gaz, là, la Russie et les États-Unis et peut-être le Canada vont rester des grands joueurs, avec l'arrivée de la Chine également. Et la seule région du monde vraiment qui est épargnée, entre guillemets, sur les décennies à venir, c'est le Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient, c'est le dernier endroit où le pic n'est pas encore arrivé. Voilà, et on peut mettre ça en perspective de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Moyen-Orient et de ce qui risque encore de se passer dans les décennies à venir. C'est le lieu le plus stratégique en termes de réserve d'hydrocarbures aujourd'hui et demain. Donc la seule façon finalement de réduire cette exposition aux risques fossiles et de ne pas se retrouver à changer de créancier en étant passé de la Russie aux États-Unis et aller vers le Moyen-Orient dans les années à venir, ce serait quoi ? Ce serait la décarbonation ? Voilà une bonne idée. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que toutes ces dépendances à des pays non européens, elles commencent par une dépendance aux énergies fossiles. Et aujourd'hui, si on réalise la décarbonation, donc on peut, comme je l'ai dit avant, se passer des 2/3 des approvisionnements directs ou indirects qu'on a de pays qui sont, pour la plupart, des pays qui ne sont pas des alliés, et aussi des pays qui pourraient choisir demain de ne plus nous approvisionner. Qui sont instables aussi, tout simplement. Et qui sont instables. Mais justement, si on regarde la décarbonation en elle-même, elle repose sur un certain nombre de techniques ou de technologies. Et pour elle aussi, il y a besoin d'importer. Pour elle aussi, on a besoin d'autres pays. Donc si on développe le nucléaire ou les énergies renouvelables, est-ce qu'on va pas simplement déplacer le problème ? Alors, effectivement, on va devoir s'approvisionner en technologies de décarbonation qui, elles, souvent, viennent de pays également envers lesquels on ne sera pas forcément très content d'avoir des dépendances. Aujourd'hui, énormément de grandes technologies de la décarbonation sont localisées en Chine. La Chine a les compétences, a les industries, a une capacité à nous les vendre à des coûts très très compétitifs, ce qui fait qu'effectivement, on crée une forme d'autre dépendance, et la Chine l'a bien compris, on qualifie aujourd'hui ce pays comme un electro-state, c'est-à-dire, contrairement à un, je ne sais pas, peut-être un fossil state qu'est les États-Unis qui vivent un peu dans le passé et qui font usage de cette dépendance aux énergies fossiles. La Chine, elle, veut faire usage de notre envie d'électrifier les usages. D'électrifier. Pour autant, attention, il faut raisonner en échelle de temps. C'est-à-dire qu'une dépendance aux énergies fossiles, c'est une dépendance de très très courte durée. Autrement dit, si demain matin, et c'est exactement ce qu'on est en train de connaître avec le détroit d'Ormuz, si demain matin on a une rupture d'approvisionnement pétrolière ou gazière, eh bien, on a des stocks stratégiques pour 3 mois. C'est-à-dire que notre pays peut tenir pendant 3 mois à consommation égale, et au bout de 3 mois, on n'aura plus de pétrole ni de gaz, et on ne pourra plus faire les choses telles qu'on les faisait jusqu'ici. Autrement dit, 3 mois, c'est très très court, on ne peut pas réorganiser toute notre société en 3 mois, ou du moins pas de manière très pacifique. Dans la douleur. Par contre, quand on s'intéresse aux énergies décarbonées, on est sur des échelles de temps qui sont bien plus grandes. Si on regarde, par exemple, les énergies renouvelables, une fois qu'on a installé un panneau solaire, une fois qu'on a installé une éolienne, etc., on est ici sur des technologies qui vont durer plusieurs décennies. On est souvent sur des durées de vie de 20 à 30 ans. Du coup, une fois qu'on a
le panneau solaire, la Chine ne peut plus nous demander d'enlever le panneau solaire. Il va continuer de produire pendant toute sa durée de vie. Sur le nucléaire, on est sur des durées de vie qui, pour l'instant, sont un peu plus faibles. On est sur de l'ordre de quelques années, c'est-à-dire que notre stock en uranium pourrait nous permettre de continuer de faire tourner nos centrales nucléaires pendant quelques années. Donc là, on est sur un entre-deux. C'est un petit peu mieux que 3 mois. Ça reste quand même bien mieux que 3 mois, et d'autant plus que là, il y a des possibilités d'améliorer nos technologies de production nucléaire pour passer de quelques années à plus d'une décennie si on arrivait à retraiter davantage le combustible et à faire ce qu'on appelle donc à boucler le cycle du combustible nucléaire. Ok, donc finalement, la décarbonation, c'est vraiment la meilleure option qu'on a pour sortir de ce contexte de dépendance aux fossiles. Bon, le contexte géopolitique est extrêmement tendu. On est toujours très très dépendant. Est-ce qu'il y a des signaux positifs auxquels on pourrait s'accrocher, Théo ? Alors positif, dans tout le chaos qu'on est en train de vivre, d'un point de vue géopolitique, il faut dire que oui, parce que la géopolitique, du coup, réveille les esprits. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'acteurs qui, peut-être avant, ne s'intéressaient pas tellement à la décarbonation, d'un coup, commencent à y voir un intérêt. Parce qu'on a un sentiment d'urgence et on sent d'un coup que nos intérêts sont menacés. Là, on n'est plus simplement sur une volonté de se décarboner pour être en phase avec nos valeurs, etc. Là, une question de survie. Ça commence vraiment à être une question de survie. Non pas que le changement climatique ne soit pas une question de survie. Donc, il y a une forme de prise de conscience et un regain d'intérêt pour la décarbonation qui s'était un petit peu perdu, un petit peu essoufflé ces dernières années, je pense. Et ça se retranscrit déjà d'un point de vue législatif. On a enfin la programmation pluriannuelle de l'énergie dans sa nouvelle version, la 3e version qui vient de sortir. Et ça, c'est une grande victoire parce que ça fait plusieurs années qu'on l'attend, cette PPE. Et en plus, dans ce texte-là, qui a été publié par décret, on a un objectif de sortie des énergies fossiles, justement, et un objectif très ambitieux. Aujourd'hui, on est sur une consommation de 60% d'énergie fossile en France, sur le territoire, et l'objectif chiffré est de baisser à 40% d'ici à 2030, à 30% d'ici à 2035, et ensuite, dans d'autres textes législatifs, on a une sortie des énergies fossiles à horizon 2050. Ce qui veut dire que d'ici à 2030, les énergies fossiles sont censées être minoritaires, sont censées devenir minoritaires dans notre mix énergétique, ce qui est quand même un changement de paradigme assez fort dans la manière dont on consomme de l'énergie. Maintenant, il faut espérer que ça puisse continuer sur cette voie et surtout qu'on arrive à une déclinaison sectorielle et dans des textes qui soient plus précis et auprès des différents secteurs d'activité qui se matérialisent. Donc ça, c'est la partie 2. Une fois qu'on a la prise de conscience qui est là, c'est comment est-ce qu'on arrive à effectivement sortir des énergies fossiles. Merci pour cet éclairage. Là, sur ce que tu évoquais à l'instant sur la PPE, c'est uniquement sur le territoire français. Et tu évoquais bien tout à l'heure le fait que finalement le reste du monde travaille aussi pour la France et que notre exposition aux énergies fossiles n'est pas seulement sur notre territoire. Donc la question se pose aussi des biens et des services importés. Et ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder dans le prochain épisode du podcast Time to Shift. Merci Théo. Merci. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank, présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif: faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.